bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous, particulièrement, d'échanger avec vous parce que, en ce qui concerne l'avis de la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification, vous avez vu naître cette convention qui est l'une des trois de Rio, y compris, je rappelle, le climat et la biodiversité. Alors, parlez-nous de la genèse de cette convention jusqu'à nos jours, de votre expérience au sein de cette institution. Merci. Effectivement, en 92, lors du sommet de Rio, j'étais un jeune diplomate du Burundi et avec les collègues africains et membres du groupe des 77, nous avons pu faire valoir l'idée que le monde ne sera pas que le climat ou la biodiversité si on ne parvient pas à avoir un traité sur la lutte contre la dégradation des terres. Tous les efforts que nous faisons en matière de préservation de l'environnement et aussi en matière de développement durable seront vains. Donc, on a pu convaincre nos partenaires des pays développés que autant nous avons besoin d'une convention cadre sur le climat ou d'une convention sur la biodiversité, il faudrait qu'on ramène ces deux conventions sur nos terres. Donc l'idée de la convention est née comme ça. Ça nous a pris 2 ans, je crois, pour la négociation et la conclusion de la convention. Et maintenant, vous voyez où nous en sommes. Et je crois que nos rêves sont devenus des réalités. Nous avons une convention, un traité international qui traite de la thématique de la gestion durable des terres et de lutte contre la sécheresse. Merci. Cette convention sur la désertification, on dirait, paraît être le parent pauvre des 3 autres conventions. Alors, qu'est-ce qui peut justifier un peu ce manque de regain d'implication sur ce mécanisme de négociation? En fait, Raoul, tu sais qu'à l'époque, quand la convention est née, on croyait que c'était un traité qui s'occuperait des problèmes africains. Après, on a démontré que le phénomène de dégradation des terres, il est global et que toute action qui lutterait contre la dégradation des terres et l'atténuation des effets de la sécheresse, elle doit être une lutte globale. Je suis très très heureux que la perception un peu tronquée de l'époque est maintenant révolue. On ne peut plus parler d'une convention des pauvres ou qu'elle n'est pas logée à la même enseigne que les autres. Au fur et à mesure des années, je crois qu'on s'est aperçu que les 3 conventions sont comme les 3 pierres que nos mamans ont utilisées pour la cuisson. Donc, il y a les 3 pierres du foyer et la nourriture qui est cuite là-dessus. Donc, on se rend compte que s'il y a l'une des pierres qui manque, il n'y a pas moyen de manger. Puisque si par exemple, la convention sur la biodiversité, la convention du climat, n'avait pas la convention sur la lutte contre la désertification, tous nos efforts, ils seraient vains, comme je vous l'ai dit. Donc, il est un peu erroné ou tronqué de dire que la convention est la mal aimée. Et je crois que la convention est en train de venir avec force sur les devants de la scène. En témoigne le sommet que vous avez vu des chefs d'État. Évidemment, on n'a pas encore atteint le nombre de chefs d'État qui étaient à Glasgow, mais je vous promets que les années à venir, le leadership, en particulier africain, va être très très impliqué dans les processus de la Convention. Parce que je ne vois pas comment on peut arriver à résoudre les problèmes liés au dérèglement climatique ou à protéger la biodiversité
sans qu'on donne une attention particulière à ces terres qui nous nourrissent, à ces terres qui nous ont vu naître. Donc il y a un momentum. Peut-être quand on y arrivera, je vais parler d'une sorte de naissance d'un mouvement, un mouvement de restauration des terres. Si vous voyez un peu dans le monde, tous les pays sont engagés d'une manière ou d'une autre dans un mouvement de restauration des terres. Et évidemment, on parle de l'initiative de 10 milliards d'arbres, on plantera ceci, cela. Toutes ces initiatives, ce sont des actions concrètes qui sont destinées à protéger les terres, à les restaurer, afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations, afin de stabiliser nos sociétés et améliorer les conditions de vie des peuples, améliorer nos économies et aussi améliorer la santé de la planète. Oui, monsieur le directeur, au-delà de tous ces discours, mais les populations, quelle est leur place de façon réelle au-delà des questions politiques? Car ceux qui souffrent, vous avez évoqué l'action des femmes, vous avez évoqué l'action des jeunes et tout ça. Mais comment est-ce que dans tout ce mécanisme-là, on parvient à les intégrer dans ces politiques au-delà des aspects beaucoup plus globaux? Oui, je crois qu'il y a un postulat très très simple à comprendre. Si vous regardez dans le monde, les populations les plus pauvres, les populations les plus affamées, les populations dont les enfants ne vont pas à l'école, les populations les plus mal en point en termes de santé, les régions où les femmes portent le fardeau de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse, eh bien, ces régions ont ceci en commun, c'est que ce sont des régions dont les terres sont dégradées. Ce sont des régions qui sont affectées par la sécheresse. Alors, toute intervention pour réparer ce tort doit se concentrer sur les endroits où se pose le problème. Et ces endroits-là sont les endroits, en tout cas, où les terres sont dégradées, où la population ne tire rien de ces terres. Donc, maintenant, je crois que la question que vous posez est liée à la population. Comment la secourir? Je crois que la population peut se secourir elle-même. Elle a besoin d'un leadership qui comprend que ces populations qui vivent sur ces terres ont des connaissances en matière de gestion durable des terres, des connaissances traditionnelles. Le problème, c'est que quand les terres se dégradent, suite à de mauvaises pratiques agricoles intensives ou autres, ou l'usage abusif des intrants tels que les engrais chimiques, quand les terres se dégradent, les populations les abandonnent. Ils abandonnent. Les terres sont en friche. Bon, maintenant, pour tout fermier africain ou autre qui veut élargir la capacité de production de sa ferme ou de sa plantation, est-ce qu'il fera? Il va recourir à deux écosystèmes et les détruire. Un, l'écosystème forestier. Si un paysan a besoin d'étendre les superficies à emblaver, il coupe les forêts, il fait la déforestation. Et s'il n'y a pas de forêt, il va recourir auprès du deuxième écosystème qui est tout aussi important, les terres humides, les marais. Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont occupés à assécher les marais afin de les transformer en zone de production agricole. Mais là aussi, c'est un problème puisque ces écosystèmes ont un rôle à jouer. Ils sont là naturellement et les déstabiliser, ça va déstabiliser toute la planète. Donc, c'est cet endroit-là où se concentrent ces poches de faim, de pauvreté
que la restauration des terres va aider. Aussi, je crois que la question de communication, est-ce que les gens sont conscients de ce phénomène? Je crois que il est très très important que la presse, les médias, tous les systèmes de communication aillent à l'endroit des populations qui sont affectées afin qu'elles expriment le souci et peut-être qu'en faisant du bruit, les leaders vont comprendre. Peut-être vous étiez à Glasgow, vous avez vu ce qu'on appelle le green bashing. Mon rêve, c'est qu'un jour, nos COP connaissent bien la participation des femmes, des fermiers qui viennent faire du bruit en disant à leurs leaders, cessez de dégrader nos terres ou aidez-nous à les restaurer puisque c'est ça notre vie. Et peut-être qu'un jour, on va voir le farmer bashing, mais dans nos processus de UNFCCC, on ne voit pas encore ça, mais quand même, on voit qu'il y a des jeunes et des femmes qui commencent à venir dire en tout cas, ou crier fort, là où le bas blesse. Et je crois qu'il appartient à la presse d'aider à porter le message de ces populations qui sont affectées afin d'influencer les leaders et même les députés, les parlementaires. J'aimerais bien que dans les parlements africains ou du monde, il y a un débat sur cette thématique qui devient de plus en plus présente et en tout cas où il y a des promesses qu'elle va nous aider à traiter beaucoup de défis politiques globaux tels que nous les connaissons, la pauvreté, la faim, la sécurité tout court. Et je crois que autant on fait attention au climat, autant il faut que nous fassions donc attention aux terres qui constituent une sorte de réponse au climat. Parce que le problème du climat, c'est le carbone. Et vous savez bien que quand le carbone vient au sol, c'est un fertilisant. Mais dans l'air, c'est un polluant. Donc, c'est-à-dire que la restauration des terres va résoudre ce souci qui est lié au dérèglement climatique, puisque vous l'avez appris à l'école, le phénomène de photosynthèse. C'est ramener le carbone de l'air et l'enfouir là où il appartenait avant, c'est-à-dire dans les sols. C'est une équation aussi simple que ça, et ça m'étonne qu'on n'ait pas pris rapidement une décision de réaliser ce principe que nous avons tous appris peut-être à la fin de l'école secondaire ou en tout cas à l'école. En tout cas, on connaît bien le phénomène de photosynthèse. Ça peut nous aider à gérer le problème du dérèglement climatique. Quel état est-ce qu'au niveau de la Convention, aujourd'hui, on fait de l'évolution en termes de dégradation des terres sur le plan, pas africain spécifiquement. Il est bien vrai que nous sommes dans une COP en Afrique et que ces questions nous intéressent de façon particulière, mais de façon globale au niveau mondial. Quels sont les éléments qui peuvent être caractérisés comme danger ou caractérisés comme des solutions déjà plus ou moins résolues? La dégradation des terres, c'est un danger pour la sécurité alimentaire. Plutôt, je dis bien la restauration des terres, c'est une réponse à des défis globaux tels que la pauvreté, la sécurité alimentaire, la santé, les économies. Et maintenant, avec le Covid, je crois que c'est clair que la dégradation des terres entraîne un contact entre la vie des animaux sauvages et la vie des humains. Il n'est pas rare de retrouver un hippopotame dans les résidences des gens, à Bujumbura en tout cas, on a vu ça. Donc ces animaux fuient le milieu naturel parce que nous avons envahi leur territoire. Alors, je crois que
si vous regardez bien, et si je porte la question au niveau africain, vous voyez tous ces jeunes qui traversent le Sahara au péril de leur vie. Ceux-là, le facteur qui les pousse à partir, c'est la dégradation des terres. Parce qu'on ne peut plus vivre sur une terre qui ne vous donne rien. Donc les gens, ils répondent à ces mirages en disant, écoutez, si nous traversons le Sahara, nous trouverons une meilleure vie ailleurs. Et donc, si nous resterons les tels choix, que ça nous aidera à résoudre beaucoup de problèmes, ça va nous aider à gérer ces questions de déstabilisation. En fait, c'est simple. Restauration des terres, ça signifie investir dans les économies des pays, parce que la plupart des économies, en tout cas africaines, sont des économies basées sur l'agriculture. C'est améliorer les conditions de vie des populations. C'est donner à manger aux gens, parce qu'en fait, en définitive, la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, tout ça, ça vient des terres. Et si on avait réalisé ça depuis longtemps, et je crois qu'aujourd'hui, on aurait restauré des millions d'hectares de terres que nous avons dégradées. Vous avez demandé au niveau africain, depuis 1950, d'après un rapport du PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Afrique a perdu 65% de ses terres agricoles. Et le paradoxe, c'est qu'en Afrique, on ne voit pas ça comme une menace. Il faudrait que le leadership africain comprenne que face à ces pertes-là, il est plus que temps d'agir. Parce que si on n'agit pas, on continuera à avoir tous les problèmes que nous voyons maintenant. Il est paradoxal quand même qu'il y ait des Africains qui ont faim, alors que l'Afrique regorge des terres les plus fertiles du monde. Donc l'Afrique peut être le moteur du développement durable si nous basons en particulier sur les terres. Il faut investir dans nos terres et leur donner toute l'attention nécessaire. Et comme ça, on va traiter des problèmes de dérèglement climatique et aussi on sera même de préserver la biodiversité et de rendre la vie des populations beaucoup meilleure, en particulier les femmes et les enfants. Parce que les femmes, en cas de dégradation des terres ou en cas de pénurie alimentaire, ce sont les femmes qui payent le lourd tribut. Parce que vous savez, nos mamans, souvent quand il n'y a pas assez à manger, elles font des sacrifices. Ce sont les enfants ou les maris d'abord. Donc il faut que ces femmes aient accès aux terres. Malheureusement, la plupart des femmes en Afrique ou dans le monde en général, très peu ont accès à leur propre terre, mais je crois que les problèmes sont en train de se résoudre dans ce sens-là. Et donc, en résumé, les nations commencent à comprendre que investir dans la restauration des terres, c'est un business model qui réussit. Parce que vous l'avez entendu, je vous ai vu au sommet. Au sommet, on a dit que si vous investissez $1, le profit que vous tirez de la restauration des terres va jusqu'à $30 par dollar investi. Même les businessmen, je crois qu'ils sont interpellés pour investir dans la lutte contre la dégradation des terres et aussi dans l'atténuation des effets de sécheresse. On va parler de sécheresse et peut-être on va y arriver. Oui, mais au-delà de ces enjeux, j'ai discuté avec les dirigeants africains et les ministres qui sont tant soit peu
un peu fatigué des grandes réunions qui sont abouties sur des déclarations, des annonces de financement, parce que l'Afrique recherche des financements pour implémenter ses politiques de lutte contre l'avancée du désert, y compris le changement climatique. Notamment des politiques qui ont également été mises en place, comme celle de la Grande Muraille Verte et des initiatives au niveau des États. Alors, comment est-ce qu'on répond de façon efficace à ces besoins sans toutefois se pencher sur des perspectives un peu creux au-delà des expériences déjà vécues, parce que tous ces grandes rencontres aboutissent sur des déclarations. Par contre, on a besoin des financements pour implémenter des politiques déjà en amont qui ont été adoptées. Oui, je sais bien que les financements, c'est le nœud gordien. Et je crois que les financements pourraient être disponibles et surtout au niveau de la gestion durable des terres. Pourquoi? Parce que investir dans la restauration des terres, je vous dis que même les compagnies privées sont intéressées à le faire puisque ça rapporte de l'argent. Et donc, les financements sont disponibles. Je crois qu'il n'y a pas une carence de financement. Il y a une carence de vraie politique. Oui, mais sans vous interrompre, monsieur le directeur, il y a le cas par exemple de la Grande Muraille Verte depuis 2000, pratiquement près d'une quinzaine d'années. Lors de la réunion à Paris sur l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, il y a eu un engagement de 19 milliards de dollars. Et tout à l'heure, j'ai parlé à un fonctionnaire qui œuvre dans ce programme. Elle m'a dit que le taux d'engagement du budget, il est vraiment très, très avancé. Donc, la Grande Muraille, elle constitue un programme phare qui pourrait être illustré comme étant un programme intégré qui traite aussi bien des questions de l'eau, de la biodiversité. Et en général, tous les problèmes de développement durable, vous allez voir, les investisseurs, en tout cas les donateurs, sont prêts à financer. J'ai assisté à beaucoup d'événements sur ce programme. Il y a une grande volonté d'investir dans ce programme qui pourrait être comme un modèle à répliquer ailleurs, en particulier dans les pays du SADC et aussi les pays de la communauté est-africaine. On a aussi des exemples en Amérique centrale et aussi en Asie. Donc, je crois que les financements vont là où les impacts sont visibles. Et je crois qu'en ce qui est du Sahel, en tout cas de la Grande Muraille, je crois qu'on commence à voir le bout du tunnel. Juste, nous sommes à Abidjan pour cette COP 15 sur la désertification. Alors, quels seront d'après vous, sur le plan personnel, tout en s'écartant des aspects globaux, des perspectives pour les États à pouvoir faire face aux défis des dégradations de terre, ensuite des airs, tout ça, sans forcément s'appuyer sur l'aide internationale? Très bonne question. Parce que, comme vous l'avez vu vous-même chez vous au pays, quand vous demandez à un leader africain quelles sont vos priorités, Monsieur le Président ou Madame la Présidente, en général, la thématique des terres, la restauration des terres n'est pas classée parmi les priorités numéro 1 ou 2. Alors que si on donne la priorité à la restauration des terres, on sera capable de remplir toutes les promesses que ces chefs d'État font à leur électorat. Parce que tout vient de la terre. Okay? Vous parvenez à nourrir les gens, vous parvenez à leur donner du boulot, vous parvenez à
à protéger l'environnement, vous parvenez en tout cas à atteindre des résultats avec des impacts rapides en l'espace peut-être d'une législature. Mais malheureusement, jusqu'à présent, si vous demandez à un chef d'État africain mais quelles sont les priorités, il va vous dire mes priorités sont l'éducation, la santé, la défense. Et peut-être il va lister la restauration comme priorité numéro 10. Donc si les politiques ne mettent pas en avant comme priorité numéro 1 la thématique des terres, la restauration des terres dégradées, la protection des terres que nous exploitons, je crois que là, alors, on n'est pas en train de traiter la question comme il se devrait. Moi, je crois que le leadership africain commence à montrer que c'est une priorité quand même. Le fait que plus d'une dizaine de chefs d'État viennent au sommet d'Abidjan et dans les déclarations, vous avez bien entendu qu'ils sont prêts à accorder la priorité aux terres, mais ça reste à prouver.